Bonjour. Eh bien, d'abord, avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs, Monsieur Lapéroux, et puis rendre hommage au Nom du Point, qui est partenaire de cette manifestation, que vous le savez, rendre hommage à Monsieur Bernard Brochon, le député maire de Cannes, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire de voir tout ce monde d'abord. J'entendais des engueulades tout à l'heure en arrivant, parce que les gens ne pouvaient pas rentrer, il n'y avait pas assez de place. Et ça montre très bien que le débat peut exister dans ce pays. Et puis la presse écrite est vivante, puisqu'elle est bien représentée là. Je crois que ce n'est pas la peine de présenter aucun des participants. Je crois qu'ils sont tous connus de vous tous. Et je crois que c'est donc le moment de commencer. Opinion et politique. Alors, Monsieur Lapéroux, qui est très directif, m'a dit qu'il ne fallait pas parler de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy. On va essayer. Voilà. Je vais essayer, je ne sais pas si je vais pouvoir, mais enfin, je vais tenir en plus. Il y a des zigues qui sont très difficiles à tenir. Enfin, je vais tout faire pour, Monsieur Lapéroux, ne m'en voulez pas si ça dérape. Et disons, pour ouvrir le débat, je vais proposer à ces messieurs, on pourrait commencer dans l'ordre alphabétique peut-être. Ça, les bavards parleront à la fin. C'est fort, hein. Je vais proposer simplement une réflexion. C'est une phrase de Nixon. Enfin, il avait pompé cette phrase à Churchill, qui lui-même avait dû la pomper à Thucydides ou quelque chose comme ça. C'était le politicien, il suit le peuple. L'homme d'État, eh ben, c'est le peuple qui le suit. Voilà, moi je pense qu'on pourrait essayer de commencer ce débat à partir de cette réflexion et voir ce qu'on peut en tirer. Alors je commence par Christophe Barbier, directeur de l'Express, directeur de la rédaction de l'Express, comme vous le savez. Merci Franz. Pour rebondir sur cette phrase, mener ou suivre, je voudrais rappeler un propos qu'on a entendu hier dans l'exposé de Jacques Julliard sur l'historique de la démocratie d'opinion. Jacques distinguait l'opinion opinée et l'opinion opinante. Je constate aujourd'hui qu'il y a une troisième catégorie de l'opinion, c'est l'opinion qui dit non. C'est-à-dire que depuis que l'opinion nous occupe à ce point les esprits, on a l'impression que c'est toujours parce que l'opinion se dresse contre quelque chose, contre une réforme, contre les bureaucrates, contre l'élite parisienne. Enfin bref, que l'opinion n'existe que par contestation ou par rejet d'une masse non identifiée de ce que l'on a entendu dans une élite qui, elle, est trop identifiée. Doit-on vivre désormais dans la démocratie avec uniquement ce cadre, ceux qui décident, ceux qui mènent et ceux qui sont contre, l'opinion n'existant que chaque fois qu'elle est contre. Et c'est vrai que quand on regarde les derniers mouvements, que ce soit le non-référendum, le 29 mai 2005, que ce soit le 21 avril, que ce soit les manifestations d'opinion contre le CPE ou contre telle ou telle réforme, on a toujours l'impression qu'on se préoccupe de l'opinion que quand elle proteste contre quelque chose. A-t-on beaucoup d'exemples d'opinions surgissant pour quelque chose et faisant évoluer les choses en demandant, dans une approbation ou dans une suggestion sur une réforme? Je vois très peu d'exemples. J'ai l'impression qu'il y en a quand même quelques-uns et que c'est assez intéressant. Un tout récent, quand le décret anti-tabac, visant à interdire donc dans tous les bars et restaurants à brève échéance les fumeurs, quand ce décret est arrivé sur la table du Conseil des ministres juste après le CPE, il en a été retiré. Moi, je me suis dit, c'est fini. On n'en reparlera plus avant des années. Aucun gouvernement n'aura le courage de remettre sur l'établi une réforme aussi vite retirée par peur des sondages, de l'opinion, des corporatismes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois à peine plus tard, donc il y a quelques semaines, le ministre de la Santé et le gouvernement ont fait passer cette réforme avec des aménagements. Et même si le débat politique n'est pas terminé sur ce sujet, on a l'impression que d'un seul coup, il y avait une forme de courage politique. Pourquoi? Parce que, disent les ministres concernés, les études avaient montré que l'opinion appelait de ses vœux une telle réforme. Ah, intéressant. Si à certains moments le politique peut être courageux grâce à l'opinion, si à certains moments l'opinion peut imposer des réformes que le politique ne souhaitait pas proposer ou n'avait même pas imaginées, alors là on entre
un nouvel âge de l'opinion. C'est non plus l'opinion opinante, mais c'est l'opinion imaginative, c'est l'opinion qui fait avancer les choses, qui ne dit pas simplement non à des réformes. Alors là, ça peut être très intéressant, et ça rend d'autant plus important le fait de réfléchir sur une démocratie d'opinion, s'il devait y en avoir une. Avant de passer la parole, puisque je crois que ce premier tour doit être très rapide, est-ce qu'il n'y a pas deux échelons à distinguer dans ce nouvel âge de l'opinion? L'opinion dans une démocratie, dans une sphère démocratique identifiée, et l'opinion dans une sphère démocratique moins identifiée. Je m'explique. À Cannes, tout le monde connaît tout le monde. Ou, si tout le monde ne connaît pas tout le monde connaît les problèmes dont parle l'opinion publique de Cannes. Quand on parle de faut-il implanter la piscine dans tel quartier, la rocade est-elle au bon endroit, faut-il subventionner telle manifestation ou telle autre, doit-on, etc. Le collectif démocratique sait de quoi on parle. C'est un espace démocratique partagé et identifié par tout le monde. Un peu comme au siècle de Périclès, les citoyens qui se réunissaient étaient en nombre assez limité pour, s'ils ne se connaissaient pas tous en tant que citoyens, ils partageaient la même connaissance d'un problème. Donc dans l'échelon communal, on me semble être dans un territoire assez maîtrisé dans ces zones et dans ces problématiques pour que la démocratie directe puisse fonctionner. Et donc le référendum local, et donc des manifestations d'agora où on réunit les gens, on les fait voter pour tel ou tel projet sur les maquettes des architectes ou contre telle ou telle réforme. Et donc la démocratie directe me semble praticable. Dès qu'on arrive dans un échelon national, a fortiori international, là ça devient bien plus difficile. Donc on ne peut se résoudre à une démocratie directe que si elle est très simple. Le politique peut être en lien direct avec les citoyens sur du oui-non, sur des choses très symboliques. Alors ça peut être très important. Oui-non à la peine de mort, c'est très important. Mais ça peut être parfois très compliqué à mettre en œuvre. Donc, est-ce que l'on ne va pas aller vers un âge démocratique où il y aura non pas le politique, mais les politiques? Le politique dans un espace territorial et démocratique mesuré, identifié, où on connaît le périmètre où l'on agit, et le politique dans un espace beaucoup plus flou, qui va jusqu'à cette fameuse démocratie mondiale, cette opinion publique internationale qu'on semble avoir vue au moment du référendum, au moment de l'Irak, où il y avait d'un côté les opinions, de l'autre côté les gouvernants, mais pour lequel on n'a pas encore d'instruments de mesure satisfaisants et pas encore de lieux de débat et de dialogue qui permettent d'être sûrs des résultats que l'on mesure. Merci. Je donne maintenant la parole à Roland Quérol, professeur Roland Quérol. Hein, c'est comme ça qu'il faut dire. Merci, cher collègue, oui. Oui, professeur, je le suis en effet, mais j'ai bien l'impression que si je suis là aujourd'hui, ça doit être plutôt avec ma casquette de sondeur. Parce que quand on parle de l'opinion, il y a toujours chez les organisateurs des gens qui pensent qu'il y a des grands prêtres dans le maniement de l'opinion et que ce sont les sondeurs. Alors je vais accepter cette idée que je suis là comme sondeur. Du coup, j'avais envie de te dire, mon cher président, il faut me laisser un temps de parole égal à tous les autres. Parce que le combat est un peu inégal depuis le début. Et il va l'être. Nous savons tous comment ça va se terminer, cette élection présidentielle. Au soir du premier tour, ils auront tous gagné. Et les journalistes auront tous très bien fait leur boulot. Il y aura un vaincu, comme d'habitude, les sondeurs. Les sondeurs n'avaient pas prévu. Les sondeurs se sont encore trompés. Les sondeurs n'avaient pas prévu, c'est pas leur travail. Le sondage n'a aucune espèce de valeur prédictive. Les sondages se sont trompés, alors je vous préviens, mes amis qui êtes dans cette salle, au moins il y en aura qui seront prévenus. Aucun sondage au monde effectué sur 1000 personnes ne peut dire lorsque deux candidats se tiennent à 0,7 points près, aucun sondage ne peut dire lequel est devant l'autre. Rappelez-vous, c'était vrai en 2002, ça sera vrai en 2007. C'est la limite de l'instrument. Alors, acceptons d'être la victime expiatoire de mes amis intellectuels, journalistes, politiques. Ça fait partie d'une des étranges règles du jeu de notre démocratie d'opinion. La démocratie d'opinion sans arrêt. La démocratie d'opinion sans arrêt. Et je vais ici essayer de montrer qu'il y a une démocratie d'opinion, qu'elle est souvent positive et qu'elle devrait dicter un peu plus les choix de nos politiques. Et je ne parle pas forcément des deux dont il ne faut pas parler.
Ce matin, je suis arrivé pendant un débat. Je croyais que je m'étais trompé, que c'était déjà le débat sur opinion et politique. On parlait du référendum européen. Alors c'est vrai qu'on l'abordait de la lorgnette médiatique, mais je voudrais juste rajouter un peu mon grain de sel sur cette affaire. Sur cette affaire où nous avons mesuré en temps réel, vous vous rappelez, le passage du oui au non, les raisons de ce passage. Et la manifestation très forte d'un courant d'opinion se dégageant dans le pays. J'ai un avantage, c'est que je ne me contente pas d'attendre que les sondages soient faits pour donner des résultats. Je peux sur mon ordinateur cliquer et j'entends les interviews pendant qu'elles sont faites en direct avec les personnes que nous interrogeons dans le pays. Je me souviens de cette dame résumant assez bien l'état d'esprit, disant qu'elle allait finalement voter non, et en disant « Quel plaisir ça va être le soir, le dimanche à la télé, de les voir tous. » Tous, ça voulait dire les politiques, les journalistes, les sondeurs. Les sondeurs. Pas Jean-François Kahn. Mais Jean-François Kahn, s'il est invité, il montrera qu'il n'était pas dans le coup, mais quand même, il y sera. Il y a évidemment aujourd'hui une manifestation très vive. C'est la première chose qu'il faut dire sérieusement dans ce pays, dans les relations entre l'opinion et le politique. Une manifestation très vive de rejet de la façon dont les Français ont le sentiment qu'ils ont été gouvernés par les élites. Et d'abord les décideurs politiques, bien sûr, les autres derrière qui paraissent être leurs complices. Cette façon qu'ils ont eue de sembler ne jamais être capables de tenir leurs promesses. D'abord la promesse sur le chômage, qui est le drame principal, qui s'est installé dans ce pays entre l'opinion et les gouvernants, et éventuellement sur le reste. Nous sommes le seul pays occidental, le seul. Si on appelle élection générale, une élection présidentielle ou législative, on change la dévolution du pouvoir, nous sommes le seul pays occidental dans lequel, depuis 1978, chaque élection générale a vu sortir les sortants. Avec chaque fois l'explication que nous ont donnée les Français consultés, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Alors, Jean-François dit qu'il n'y a pas de sortant cette fois-ci, ça va être le rôle de chacun des deux d'essayer de le prouver, justement. L'opinion, je le disais, elle ne s'exprime pas seulement contre, elle s'exprime pour. Et au fond, Christophe a amorcé cela, à propos des réformes. Moi, je suis très frappé sur tous les domaines qui concernent la protection sociale, les questions sociales en général, les questions de société. Je suis très frappé du fait que le consensus existe dans ce pays avant qu'il soit réalisé au niveau politique, et que le politique a toujours peur de prendre la moindre décision qui pourrait éventuellement faire mettre des gens dans la rue. Vous vous souvenez peut-être, il y a un certain nombre de mois, François Fillon engage une réforme sur l'école. Alors on fait des études, et on fait des études nombreuses à des niveaux différents. On sonde de façon assez appuyée, assez poussée, l'opinion publique, l'opinion des professeurs, l'opinion des parents et l'opinion des élèves. Comme ils ne savent pas ce qu'il y a dans le texte, on explique le texte dans ses différents points et on teste. Et on s'aperçoit que dans chacune de ces 4 populations, un accord extrêmement important se manifeste avec les dispositions du texte. Le projet de texte sort, et on sait ça. C'est la gymnastique française, il y a immédiatement quelques dizaines de milliers de jeunes gens dans la rue, quelques dizaines de milliers de jeunes gens dans un pays qui compte 63 millions d'habitants. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que j'ai cru comprendre. Le président de la République prend son téléphone, il appelle le ministre de l'Éducation nationale, il lui dit « Non, tu ne vas pas nous faire avoir une crise pour un projet comme ça. Tu retires tout ce qui, dans le projet, peut faire problème. » Et on finit avec une très bonne loi Fillon dans laquelle il n'y a à peu près plus rien. C'est pas que l'opinion publique ne voulait rien. L'opinion publique consultée voulait absolument un certain nombre de choses qui étaient assez consensuelles et qui traversaient largement les frontières gauche-droite. Le décideur politique n'a pas le courage d'affronter l'opinion publique. On est très loin de la phrase de Churchill.
qui d'ailleurs est discutable d'un point de vue démocratique, nous sommes devant des décideurs qui refusent de savoir où est l'opinion et qui prétendent que c'est parce que l'opinion n'en voudrait pas qu'on ne pourrait pas faire de réforme. Alors, sur cette élection présidentielle, je vais essayer de m'en tirer dans les 5 minutes qui me restent. Sur cette élection présidentielle qui vient, je pense qu'il y a des attentes très fortes de l'opinion publique, que nous mesurons par les études, qui sont connues non seulement des médias pour qui nous faisons des études, mais des candidats pour lesquels nous en faisons plus encore. Mon institut travaille en ce moment avec 7 des candidats présidentiels potentiels. Je dirais, si on essaye de faire un modèle de la façon dont nous allons choisir notre politique préférée fin avril, il y a trois terrains sur lesquels se fait le choix. Et ce qui est nouveau, c'est que ces 3 terrains ont pour le moment une valeur à peu près équivalente dans nos choix. C'est la première fois. Il y a le terrain des enjeux de l'élection. Quels sont les problèmes que je trouve les plus importants pour ce pays? Et qui est le mieux placé pour faire ce job sur ces différents thèmes? Les issues, comme dirait Ted. Le chômage, en premier. Les inégalités sociales, devenues beaucoup plus importantes dans les perceptions des Français depuis ces dernières années. La sécurité. Et puis le reste, notamment l'environnement et l'avenir de la planète. J'insiste pas, c'est le thème traditionnel. Il fut un temps où les politologues américains expliquaient les réactions de l'opinion à partir de cela seulement, c'était le modèle de Michigan, les enjeux et qui est le mieux qualifié pour les enjeux. C'est toujours là, mais ça n'est plus qu'un tiers de la décision. Deuxième tiers, les personnalités. Nous savons que nous vivons une période de crise, nous devons savoir à qui nous allons confier les clés de la maison. On doit avoir confiance, une confiance personnelle, dans ceux qui vont être appelés à diriger la maison pendant les 5 années qui viennent. Ça n'est pas l'invitation à une couverture people, forcément, mais c'est la nécessité d'une connaissance des personnes qui sont là et l'éveil de possibles mécanismes de confiance personnelle qu'on peut avoir en elles. Et puis troisième chose, c'est ce qui a dominé les dernières élections espagnoles et largement les élections américaines, c'est les valeurs. Nous vivons dans un monde qui change, nous savons qu'il change et qui va changer plus encore. Il y a la mondialisation, les marchés financiers, l'Europe, toutes ces choses compliquées dont on nous parle le soir au journal télévisé avec des experts. On sent bien que ça change, on veut savoir sur quoi on peut tenir en termes de grandes valeurs. Sur l'autorité, l'ordre, la discipline, les relations parents-enfants, la décision dans l'entreprise, la gestion d'une société multiculturelle, multiconfessionnelle, la présence de l'islam dans ce pays. Il y a là un champ extrêmement important dans lequel le politique, plus encore le médiatique, sont peu compétents pour nous dire des choses jusqu'à maintenant et sur lesquelles nous avons une attente. Autrement dit, je dis que sur ces 3 terrains, les enjeux, les personnalités, les valeurs, les attentes de l'opinion sont structurées, elles sont importantes et la balle est dans le camp des politiques qui ne peuvent pas s'en tirer en disant l'opinion est toujours contre. L'opinion attend des choses positives. L'opinion attend qu'on lui explique le film de ces prochaines années. Puisque tout change, puisque ça va changer encore, puisqu'on sait qu'il va falloir rogner sur des habitudes acquises, comment le politique peut-il gérer tout cela ? Je le raconte dans mon dernier bouquin. Quand on demande à l'opinion française ce qu'elle pense des politiques, alors ils sont très mal vus. J'ai refait il y a quelques mois un sondage qu'avait fait le Nouvel Obs avec un de mes confrères il y a une quinzaine d'années qui demandait un petit peu quelle était l'échelle de prestige des professions. Les hommes politiques arrivaient déjà avant-dernier, avant les prostituées. Eh bien ça y est, c'est fini, les prostituées sont passées devant. Mais il y a encore les journalistes derrière, non? Non, les journalistes ont un petit peu monté pour des raisons un peu mystérieuses pour moi. Il y a donc... mais en même temps qu'on dévalue beaucoup le politique, qu'on pense que le politique a perdu de sa latitude d'action, en même temps, on reconnaît à 78% que nos politiques sont intelligents.
c'est un des rares pays où c'est la qualité d'abord mise en avant. Et on attend maintenant beaucoup de l'intelligence du politique. Eux, ils doivent savoir décrypter ce monde complexe. Eux, ils doivent savoir nous expliquer comment nous en tirer, nous, nos enfants, dans les années qui viennent, dans ces changements terribles, où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Laissez-moi ajouter deux choses sur ces attentes actuelles, et je vais enfreindre, tant pis, un tout petit peu la règle du jeu, mais pas vraiment, vous allez voir. Il ne s'agit pas de nous dire seulement où on nous emmène, il s'agit que nous y allions avec eux. La démocratie participative, ça n'est pas un gadget. Ça n'est pas simplement quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui est en train de balayer la démocratie représentative, de la modifier profondément. Et ceux qui, comme Lionel Jospin, s'arc-boutent sur la démocratie représentative sont déjà morts. Comme consommateurs, comme salariés, comme citoyens, nous ne pouvons plus accepter ce vieux mot d'ordre de la Chine de jadis, l'empire du milieu se gouverne par mandat du ciel. Nous n'en voulons plus, nous n'avons plus confiance, nous voulons être consultés, informés, mis dans le coup. Nous devons pouvoir dire notre mot. Alors, nous les Français, on est un peu gonflés quand même, c'est-à-dire qu'on veut être mis dans le coup. Si le maire de ma commune, à qui je dis je veux une réunion, je veux un site internet, ne le fait pas, je lui en voudrais. Et peut-être même que je le battrai aux prochaines élections. Mais, s'il me le fait tout ça, je ne garantis pas que j'irai à la réunion. Voilà. Nous sommes aussi, en matière de participation, devenus des consommateurs. On a le droit, on n'a pas le devoir, la responsabilité citoyenne n'a pas encore rejoint cette demande de participation. Dernière chose que nous dit l'opinion en ce moment par rapport aux politiques, et là franchement, elle le reproche aux journalistes, qui le reproche aux sondeurs, arrêtez de nous faire croire que c'est joué. Arrêtez de nous dire qu'il n'y a que Sarkolène et Ségauzy. Aujourd'hui, Sarko, Ségo, à eux deux, font 60% des suffrages exprimés dans les sondages, 6 mois avant. 60%. Et il y a 40% d'intention d'abstention aujourd'hui. J'espère que ça s'améliorera. Autrement dit, 60% des exprimés sur 60% des Français qui s'expriment, ça veut dire qu'aujourd'hui, 36% des Français sont fixés provisoirement sur l'un ou l'autre. Ce qui, comme dirait mon excellent collègue Lapalisse, veut dire qu'il y en a même à peu près les 2/3 qui ne sont pas là-dessus pour le moment. Et qui nous disent, mais ils nous refont le coup de 2002. Chirac, Jospin. Et là, c'est pareil. Sarko, Ségo. Et enfin quoi, déjà, on n'a plus le droit d'avoir notre opinion. On n'a plus le droit de suivre le débat de l'ensemble. Laurent Bazin rappelait ce matin très juste qu'il fallait considérer chacun des candidats potentiels comme un vrai candidat et le traiter comme tel, ne pas décider à l'avance pour l'opinion. Ni les médias, ni les politiques ne doivent s'arroger cette incroyable décision arrogante de faire l'élection avant qu'elle soit faite. Donc voilà, il faut appeler les uns et les autres à la lucidité et au courage, et l'opinion, à mon avis, en manque moins que les uns et les autres. Merci. Merci Roland. En tant que modérateur, moi, je ne compte pas du tout intervenir dans le débat, mais à ce stade-là, Jacques, je vais quand même intervenir dans l'ordre alphabétique. Je passe juste avant toi. Et Jean-François. Et donc, quand vous allez commencer à parler, je sais que plus personne ne pourra rien dire. Donc, j'en profite maintenant. Alors, d'abord, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec pratiquement l'essentiel de ce qui a été dit par Christophe Barbier et ensuite Roland Quérol. Et je crains d'ailleurs que ce débat soit encore un exemple de consensus mou. Parce que je pense qu'on pense tous la même chose. C'est-à-dire que l'opinion, aujourd'hui, a le sentiment qu'elle n'est pas entendue. Et tu citais l'exemple de cette dame pendant les élections européennes. Et je crois qu'on a tous eu le sentiment, effectivement, que le non, de ce point de vue, était un tournant, une sorte de jacquerie, parce que les Français n'ont pas voté sur le fond. Ils ont voté pour emmerder. Tu disais que
le peuple français était intelligent. Je crois qu'effectivement, il est très intelligent et je crois que le problème, c'est que les politiques de droite ou de gauche ont tendance à le sous-estimer. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. Il y a quelque temps, je déjeunais avec un responsable important, très important du Parti socialiste, et on était en tête à tête. Et il s'est lâché à un moment donné sur quelle honte ce parti qui a fait les 35 heures, alors que la gauche, ça a toujours été, enfin, la SFIO, puis le Parti socialiste, ça a toujours été le parti du travail. Quelle honte, et la droite qui n'a même pas été capable de revenir en arrière. Et je me souviens, c'est la même personne, je l'ai vu 4-5 jours après, à la tête d'une manifestation contre le démantèlement des 35 heures qui, comme chacun sait, n'ont pas été démantelés. Et ça, je crois que c'est un gros problème français. Alors, c'est pas seulement la gauche, bien entendu, puisque la droite, elle n'est pas épargnée. J'en ai fait un livre entier, je vous renvoie au bouquin. C'est un problème français. Je pense que le double langage à ce point, je crois que nous sommes vraiment un des derniers pays où on peut parler à ce point la langue de bois. Alors, il y a l'état des faits. Il y a un effet principal, peut-être, c'est cette espèce d'idée de conspirationnite. Et puis, cette haine du système, qui monte de partout et qui n'est pas nouvelle. Jean-François Kahn a inventé un nouveau concept. C'est un mot, d'ailleurs, qui fait Flores, que j'aime bien, qui est la bulle. Je trouve que ça va très bien. Mais avant toi, Jean-François, Jean Ferniaud en avait trouvé un qui était pas mal aussi, qui était le tout-État. Raymond Barre aussi avait trouvé un autre mot, le microcosme. Et ce qui est fascinant, c'est que ça perdure. Ça perdure et c'est très français, parce que la France est un pays étatiste, jacobin, parisien. Finalement, tout se fait à Paris. Je crois que c'est un des problèmes fondamentaux. Moi, je suis frappé, par exemple, en tant que directeur de journal. Souvent, nous, on fait des opérations en province, on vient parler comme... je sais que Jean-François en fait beaucoup aussi, on se fait quand même souvent engueuler. Qu'est-ce que vous venez faire là? Ben, on vient vous parler, mais retournez à Paris. Et il y a cette espèce de... oui, je dirais d'opposition frontale et brutale que les différentes régionalisations de Gaston Defferre, puis de... Jean-Pierre Raffarin, plus ou moins avorté, d'ailleurs, l'une et l'autre n'ont pas permis de résoudre. Donc ça, c'est le premier point. L'opinion n'a pas le sentiment d'être entendue. Et il y a évidemment là-dessus toutes sortes de raisons. On peut encore développer à l'infini, mais j'arrête là. L'autre point, c'est que l'opinion a le sentiment de ne pas être gouvernée. Tu parlais très bien tout à l'heure de cette idée que les politiques sont incapables de prendre l'opinion à contre-courant. Vous savez, quand on fait le bilan de Jacques Chirac, je suis désolé de le dire devant Bernard Brochant, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. On cherche. Hein, il y a un grand blanc. On dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il n'est pas d'accord, parce que Jean-François est chiracien, mais enfin, tout le monde n'est pas obligé de l'être. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il y a des choses, bien entendu. Il y a l'extraordinaire musée du Quai Branly. C'est formidable. Ah non, mais attendez, moi, je dis ça sans rire, même. Ça se discute. Moi, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup ce musée du Quai Branly. Après, on cherche. Ah, c'est vrai, pardon, j'ai oublié. L'Irak. Mais qui osera dire qu'il a été courageux? Attendez, il est allé dans le sens de l'opinion. Non, mais attendez, moi, je conteste pas sa position sur le fond parce que j'étais d'accord. Mais est-ce qu'il était courageux? L'opinion le soutenait dès le départ à 70%. Non, l'opinion le soutenait dès le départ à 70%. Dans le même temps, Aznar et Blair défendaient une politique combattue par leur opinion à 70%. Si vous voulez, en France, c'est impensable. Et d'ailleurs, j'entendais ça souvent. On entendait ça dans la bouche des gens, dans des articles. On a même lu ça dans des articles. Mais comment peuvent-ils faire une politique étrangère contre leur opinion? Eh ben non, mais après, il y a des élections, Jean-François, et on tranche. Mais en attendant, l'homme politique, en tout cas, l'homme d'État, il n'est pas obligé. C'est vrai qu'il y a une candidate qui disait qu'elle attendait que l'opinion se détermine pour prendre une grande décision de politique internationale. Mais on n'est pas obligé d'attendre que l'opinion se détermine pour prendre une décision quand on est un homme d'État. Moi, ça me paraît totalement impensable. Et d'ailleurs... oui, absolument. Et donc, mais ça bien sûr, ça c'est pas... on en reviendra d'ailleurs. Attends, tu vas citer des noms, c'est pas bien, monsieur Lapéroux va pas être content. Alors, il y a un point important,
qui va tous vous interpeller, c'est l'histoire des régimes spéciaux de la SNCF. Tu n'en as pas parlé, Roland, parce que je crois que ça te concerne. C'était un sondage CSA, non, si ma mémoire est bonne, dans le Parisien. Tu parlais de François Fillon tout à l'heure. Il a fait une déclaration au Parisien où il disait, voilà, il faut revoir les régimes spéciaux de la SNCF. Comme chacun sait, les agents roulants de la SNCF, notamment, prennent leur retraite à 50 ans. Bon, nous, les couillons du privé ou maintenant aussi du public, nous prenons nos retraites respectives à 62, 63, 64, puis on est bien conscient que ça va, hein, quand on va y arriver les uns et les autres autour de cette table, en tout cas certains d'entre nous y sont peut-être déjà, mais enfin on y arrive tous, ce sera 67, peut-être 68, enfin ça monte tout le temps. Eux restent mordicus à 50 ans. Ils ont de la chance. Et François Fillon a dit dans un entretien, apparemment c'était très calculé, et là, apparemment d'ailleurs il suivait pas, il n'allait pas du tout dans le sens de l'opinion, il prenait un risque énorme. Il a dit il faut changer ça. Tollé général, tollé à gauche, tollé du Premier ministre, j'imagine grande colère de Jacques Chirac. Là-dessus, le Parisien a la très bonne idée de demander un sondage à l'Institut que dirige Roland Quérol. Résultat, 70% des Français sont pour une réforme qui a mis les Français dans la rue 10 ans auparavant, sous Juppé, parce qu'évidemment ça a coûté, toute cette affaire a coûté extrêmement cher à Juppé, mais c'était, disons, 10 ans trop tôt. Peut-être qu'il n'y avait pas eu aussi assez de pédagogie. En tout cas, c'était 10 ans trop tôt. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, contrairement à ce qu'a dit Roland Quérol, et ce sera mon seul point de désaccord avec lui, je pense que Churchill a raison. L'homme d'État, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, par génération et par siècle, il y en a très peu. Mais enfin, regardez De Gaulle, regardez Churchill. L'homme d'État, il doit aller de l'avant, il doit entraîner, il n'a pas à suivre son parti, ni ses électeurs. L'homme d'État, il doit imaginer, il doit avoir une vision. Et est-ce qu'on aura... c'est vrai qu'en France, on a encore la nostalgie du général, parce que c'était il n'y a pas si longtemps. Bon, on est tombé assez bas depuis. Mais moi, je fais partie des optimistes. Je fais partie des optimistes d'autant plus d'ailleurs que, et je ne vais pas citer de nom, Monsieur Lapeyroux, que nous approchons quand même d'une période électorale où on voit apparaître à droite et à gauche des gens qui n'ont pas peur de faire sauter les tabous et qui n'ont pas peur d'être politiquement incorrects. Merci. Voilà, maintenant la parole est à Jacques Julliard. Je vais beaucoup étonner et décevoir mon ami Quérol. Je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas qui a dit, et quand on ne sait pas qui a dit, on attribue ça à Valérie. Je ne sais pas qui a dit que les débats féconds se font entre gens qui sont déjà d'accord. C'est pas seulement une boutade, il y a une partie de vrai. Lorsque les gens n'ont pas un point d'accord suffisant, ceux qui disent ne fait absolument pas avancer le débat. Alors j'ai comme l'impression que ici nous avons une table ronde qui n'est pas... Enfin, on n'a encore pas entendu Jean-François Kahn, évidemment. Et tant qu'on n'a pas entendu Jean-François Kahn, il faut être très prudent. Bien sûr, bien sûr. Je te signale, c'est pour ça que j'ai mis en dernier, comme ça je suis sûr les gens ils attendent. Mais cela dit, je constate que tout le monde s'apprête autour de cette table à dire du bien de l'opinion publique, alors que l'opinion publique a mauvaise presse ou mauvaise opinion auprès de l'opinion, et notamment auprès de la classe politique. Donc il y a là une sorte de paradoxe sur lequel je crois il n'est pas inintéressant de réfléchir. Alors je ne reviens pas sur deux points qui, à mes yeux, sont importants, que j'ai développés hier, et je me contente de les citer pour ceux qui n'ont pas eu la chance de m'entendre hier. Premièrement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, l'opinion est sortie de sa boîte, elle n'y rentrera pas. Le Léviathan de l'opinion ne rentrera pas dans son marais. Et je n'emploie pas cette métaphore au hasard. Regardez l'affiche qui nous invite ici. Elle est signée de Plantu, je crois. Et qu'est-ce qu'elle représente? Je ne sais pas si c'est un Léviathan, mais c'est un énorme crocodile.
Autrement dit, je crois que les débats pour ou contre la démocratie d'opinion se heurteront de toute manière au fait que nous sommes entrés dans la démocratie d'opinion, que nous quittons sur la pointe des pieds la démocratie exclusivement représentative. Je n'ai pas dit qu'on allait abandonner, Dieu m'en garde, la démocratie représentative. Mais il faut désormais que l'opinion ait sa part dans cette démocratie. Et le problème, c'est que pour le moment, institutionnellement, elle n'a pas sa part. Alors ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que on dit oui, bon, ben d'accord, il y a cette opinion, mais c'est épouvantable parce que l'opinion est versatile, l'opinion est démagogique, l'opinion ne fait pas sa part au long terme, etc. Toutes les critiques qui ont été adressées au XIXe siècle au suffrage universel, on les retrouve aujourd'hui contre l'opinion. Ça ne veut pas dire que tout soit parfait. Moi, je me permets de dire que je ne trouve pas que le suffrage universel soit parfait. Bien loin de là. Je pense que l'égalité de voix entre les citoyens est le meilleur moyen de les empêcher de se battre. Dire que ça donne nécessairement la meilleure politique, il faudrait un optimisme plus grand que celui que je professe d'habitude pour arriver à cette conclusion. Le suffrage universel n'est pas fait pour aboutir à un bon gouvernement, il est fait pour aboutir à la paix civile. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Jacques Rousseau. Alors si Rousseau le dit, hein, on peut pas aller contre. Donc je crois qu'il faut tenir compte de cette deuxième chose, c'est que les critiques contre l'opinion publique ne feront rien au fait qu'elle avance et que la vraie question sera désormais non pas de savoir si on est pour ou contre, mais de savoir comment, je dirais en termes sociologiques, l'acculturer. Comment faire que ce Léviathan devienne un animal civilisé, si je puis dire. Comment un animal un peu barbare peut entrer dans nos institutions si feutrées. Ça, c'est la vraie question, c'est le vrai débat pour l'avenir. Comme il faut faire avancer le débat, je voudrais vous soumettre une réflexion, et une seule. Parce que c'est celle qui est toujours discutée lorsqu'on parle d'opinion publique. Et je la formulerai ainsi: les opinions collectives influencent-elles, et si oui, n'influencent-elles pas trop les opinions individuelles? Car c'est bien de ça qu'il s'agit chaque fois qu'on fait des critiques de l'opinion. Par exemple, j'ai mon ami sondeur à côté de moi, on dit c'est épouvantable parce que les sondages préfigurent l'opinion. Je sais d'avance qu'il va vous répondre qu'il a déjà commencé à le faire, que ça n'est pas vrai. Il n'empêche qu'il y a continuellement en France cette idée que le peuple est influençable, que l'opinion influence l'opinion. Je réponds deux choses. Premièrement, c'est pas vrai. Et si c'était vrai, est-ce que ce serait si grave que ça? Autrement dit, je voudrais qu'on réfléchisse un instant à l'idée complètement métaphysique et idéaliste qu'on a du suffrage. Depuis Rousseau, on dit que la volonté générale ne peut s'exprimer que si les volontés individuelles délibèrent toutes seules. C'est pour ça que Rousseau supprimait les corps intermédiaires. Il ne voulait ni parti, ni syndicat, probablement peu de journaux, sauf peut-être pour donner une information minimale, et encore là, je lui fais crédit. Autrement dit, il pensait que la volonté individuelle ne pouvait aller dans le sens de la volonté générale que si elle n'était influencée par personne. Or, cette idée, aujourd'hui, personne ne peut plus la soutenir. Ça reste au fond de notre conception de la démocratie. La meilleure preuve, si vous voulez que je vous la donne, ça s'appelle l'isoloir. C'est au fond de l'isoloir, c'est-à-dire, entendez, au fond de votre conscience, que vous allez définir la politique bonne, le vote, comment disait le président Giscard, lui on a le droit de le citer, je crois. Il disait le bon choix, le bon choix. Eh bien, le bon choix, n'est-ce pas, c'est ce qui est au fond de au fond de l'isoloir avant de se trouver au fond de l'urne. Mais c'est pas vrai du tout. C'est même contre l'avis que nous avons en général, parce que l'opinion à l'état brut peut amener aux pires catastrophes. Et tous les démocrates vrais, je pense par exemple à Benjamin Constant, ont toujours fait appel de l'opinion obscure ou obscurantiste à l'opinion éclairée. Et comment se fait le progrès
dans le sens de l'opinion éclairée. Je vois M. Mattei qui opine, si j'ose dire, à ce sujet. Eh bien, ça se fait par la délibération. Et qu'est-ce que c'est que le sondage? Je vois Roland Quérol qui opine. Eh bien, le sondage, c'est quelque chose qui participe à la délibération. Il n'est pas inutile de savoir que... alors là, je ne vais pas citer les deux innommables, mais enfin, il n'est pas inutile de savoir où ils en sont. Je dirais d'autant plus que ce n'est pas très grave. Je vais employer 2 mots anglais, ça on a le droit. Hein. Les Anglais, pardon, les Américains, qui ne sont pas autre chose que des Anglais mal élevés, quoi, ou un petit peu. Bon, comme les Français sont des Italiens de mauvaise humeur, vous savez ça. Hein. Bon, mais les Américains disent, ils ont beaucoup réfléchi là-dessus, et ils ne se cassent pas la tête. Ils ne se cassent pas la tête, ils ne disent pas ces sondages sont en train de fausser l'opinion. Non, ils y participent, ils sont beaucoup plus détendus. Mais surtout, ils disent que la plupart des effets, il peut y en avoir, de l'opinion collective sur l'opinion individuelle, ces effets s'annulent un peu. Il y a ce qu'ils appellent l'effet bandwagon, c'est-à-dire le wagon de tête. Vous savez, les campagnes électorales aux États-Unis se faisaient au début dans les chemins de fer. Hein, on louait un wagon spécial, il y avait des drapeaux, on était dans le bandwagon. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui votent toujours du côté du vainqueur. La victoire fait des prisonniers. Mais inversement, il y a l'effet qu'ils appellent underdog, le chien du dessous. Vous savez, dans des combats de chiens, il y a beaucoup de gens qui prennent parti pour le chien du dessous. Moi quand je vais au match, hein, sauf si c'est la France qui joue naturellement, mais je suis souvent pour le chien du dessous. Autrement dit, le résultat global est difficilement calculable, mais ne croyons pas surtout que tous les gens sont influencés de la même manière. Alors, la conclusion de tout cela, c'est que il faut en finir avec cette vision totalement fantasmatique de l'électeur isolé. Je crois que ce que nous rappelle la notion même d'opinion publique, c'est que la volonté générale, elle ne se fait pas seulement au fond de la conscience individuelle, et c'est ce que nous avons acquis depuis Rousseau, elle se fait dans la délibération. Et toutes les formes modernes de la délibération, je ne reviens pas ici sur tout ce que nous avons dit depuis hier et depuis avant-hier, eh bien, c'est une contribution. Les Français, en particulier, demandent de plus en plus de délibération, et je crois qu'ils en ont envie. Je remarquais hier que même les gens qui s'abstiennent s'intéressent à la politique. Ne croyez pas que les abstentionnistes sont des gens qui sont neutres à l'égard de la politique. Ils trouvent que les formes politiques actuelles sont mal adaptées, à tort ou à raison. Mais enfin, il y a un grand débat politique. Les gens qui ont peur de l'opinion, c'est les gens qui ont peur de la démocratie de demain, tout simplement. Merci. Jean-François, c'est à toi. Vous avez été en train de lire ce matin, peut-être on peut passer au suivant, alors non. Non, apparemment il est très occupé là. Voilà. Non, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais peut-être vous décevoir, mais je suis assez, même plus qu'assez, d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Évidemment, ça avait été dit précédemment, évidemment on voit bien ce qu'il y a d'inquiétant ou de dangereux dans ce qui serait une dictature de l'opinion ou dans une tendance à coller à l'opinion, encore que pour coller à l'opinion, il faudrait qu'il y ait une opinion. Quelle opinion? Elle est très diverse et tellement évolutive que même l'idée qu'on colle à l'opinion est très contestable. Moi, je vais même défendre mon ami Quérol parce qu'il a tout à fait raison. Les sondages sont le reflet d'une opinion qui est un maelstrom, qui est une espèce de bouillonnement, qui se remet totalement en cause. C'est vrai que les sondages avaient préélu Balladur et que c'est Chirac qui était élu. Mais quand les sondages avaient préélu Balladur, Balladur était préélu.
C'est-à-dire que ça correspondait à une réalité donnée. Or, quand, au bout de quelques mois, on a vu monter Chirac et s'imposer Chirac, les sondages l'ont reflété. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis ensuite à cette avance de se matérialiser. Donc, les sondages, Chevènement a vraiment été à 12% dans les sondages. Bon, à la suite, il a fait des idioties et il est retombé à 7. C'est pas que les sondages se sont trompés. Donc, c'est une sorte de maelstrom. Mais à supposer qu'on puisse vouloir ou chercher à coller à l'opinion publique, c'est tout à fait contestable. Et c'est pour ça que, simplement pour finir avec cet aspect que je voulais le Nice Matin d'aujourd'hui, dans Nice Matin d'aujourd'hui, il y a un petit article à propos de l'utilisation des blogs. Et il y a quelque chose de terrible qui est, avec un portable en poche, chaque Français est virtuellement devenu un preneur d'images et de sons. Les politiques auront de plus en plus de mal à tenir des discours différents, bon très bien. Tout sera enregistré, tout sera archivé, on pourra toujours les mettre en contradiction avec ce qu'ils ont dit, fût-ce en privé, fût-ce dans leur vie privée. Bon, ça c'est terrible. Ça c'est le stalinisme ou le fascisme. C'est-à-dire tout à coup, il n'y a plus d'espace privé, il n'y a plus qu'un immense aquarium où tout le monde devient poisson. Mais cela étant, une fois ça dégagé, oui, ne tombons pas dans l'extrême inverse. Et on a vu, je ne sais pas qui a fait allusion, on a vu récemment, en effet, chez des Jospiniens, en l'occurrence, je pense à M. Glavany, une espèce de conception de la démocratie qui renoue avec le suffrage censitaire, sauf que là, ce n'est pas ceux qui payent le plus d'impôts qui votent, ce sont ceux qui savent. Ce sont ceux qui ont la connaissance, c'est les experts. Bon. Or, pour soutenir cette thèse, on a développé cette idée, je crois que tous vous l'avez entendu, mais on l'a entendu, je me méfie toujours, quand on entend la même idée, pendant 15 jours de suite, tous les jours, parce qu'une seule, d'abord ça prouve qu'il n'y en a qu'une. Hein, c'est, regardez, s'il fallait tenir compte de l'opinion, on n'aurait jamais aboli la peine de mort. Comme je n'entends que cet exemple, sans arrêt, j'en déduis qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples contraires, puisque j'entends toujours le même. Or, ce n'est pas vrai. Premièrement, qui vous dit que s'il y avait eu un référendum, si non seulement la gauche s'était prononcée pour l'abolition, mais le centre avec Simone Veil pour l'abolition, Chirac était pour l'abolition, s'était engagé pour l'abolition, qui vous dit que les gens réfléchissant, confrontés au débat, n'auraient pas voté pour l'abolition? De toute façon, ils ont élu Mitterrand, il y a beaucoup d'aspects de son programme que les gens ne connaissaient pas et qu'ils ont découvert quelquefois avec horreur après, mais ça, ils savaient tous, car ça avait été très spectaculaire, qu'il abolirait la peine de mort et ils ont élu pour lui. J'ajoute un élément, hein, et ils l'ont réélu. Et j'ajoute un élément, c'est que j'ai entendu beaucoup de critiques contre des choses qu'avait fait Mitterrand. Après ça, j'ai entendu très peu de critiques sur « je suis contre lui parce qu'il a aboli la peine de mort ». Donc déjà, cet argument est tout à fait contestable. J'ajoute une chose, c'est qu'en 1830, au moment de la Révolution de 1830, le peuple, qui est une forme de l'opinion publique, c'est pas celle qui correspond forcément au sondage, mais à l'époque c'est une forme de l'opinion publique, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher la guillotine, il l'a brisée. Pas parce qu'il était contre la peine de mort, mais parce qu'il était contre la peine de mort en matière politique. Mais il était en avance en cela. Et en effet, on l'a aboli, on n'est pas revenu dessus. Il était en avance en cela. Mais, en plus, attendez, Voltaire, écrivant l'affaire Calas, il a contre lui la cour, il a contre lui l'Église, il a contre lui la haute aristocratie, il a contre lui les parlements, tous les parlements, d'ailleurs c'est les parlements qui ont condamné Calas, il a contre lui la justice. Et pourquoi il arrive à imposer son discours, et pourquoi on ne l'arrête pas, et pourquoi on n'ose pas l'arrêter, et pourquoi à ce moment-là on n'ose plus l'envoyer à la Bastille? Mais parce qu'il a pour lui l'opinion. Sans l'opinion, pas de Voltaire. Sans opinion, pas l'affaire Calas qui progresse. Sans opinion, cette espèce de gros livre énorme en plusieurs volumes qui est l'encyclopédie et qui est condamné par toutes les institutions organisées à l'époque, l'encyclopédie ne peut pas avoir le succès qu'elle a. Sans l'opinion, vous n'avez pas ce phénomène qu'est Beaumarchais et le mariage du Figaro, qui l'impose contre toutes les censures. Et allons même plus loin. D'abord, il y a un exemple formidable. C'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, vous avez l'Académie française est contre Dreyfus et contre la réhabilitation. L'Église, n'en parlons pas, et ses journaux. La presse, à 80%, contre l'armée,
Ça, elle fait campagne contre. Le Parlement contre. Toutes les institutions sont contre. Et pourquoi, finalement, Dreyfus va être réhabilité? Vous avez un type qui ne représente quasiment rien, qui s'appelle Bernard Lazare, puis un autre, puis un président formidable du Sénat, mais qui est totalement isolé, mis en minorité par le Sénat, et pas réélu au Sénat, qui disent, ben oui, puis ça progresse, puis ça progresse, puis ça grossit, puis ça grossit. Et qui impose l'idée de l'innocence de Dreyfus? Et qui impose la grâce et la réhabilitation de Dreyfus? L'opinion publique. Ce n'est que l'opinion qui impose finalement cette position. En 1875, toutes les institutions sont monarchiques quand MacMahon est en haut. Tous, pratiquement tous. C'est l'opinion qui impose la République. Lorsque vous n'avez pas de liberté de la presse sous Napoléon III, ou alors c'est très conformiste, vous avez un type tout seul qui s'appelle Rochefort. Il fait un journal qui s'appelle La Lanterne, une espèce de journal à 8 pages, genre canard enchaîné avant la lettre. Et tout à coup, dans la semaine qui suit, tout le monde l'a en poche. C'est une espèce de manifestation incroyable. Tout le monde, la lanterne, la lanterne, la lanterne. Et ça explose. Et la liberté de la presse finit par jaillir de cette manifestation. De quoi? De l'opinion publique. On pourrait citer l'Irak, en France, où, en gros, la haute intelligentsia médiatique était plutôt favorable à l'intervention. Et c'est l'opinion, en France et ailleurs. Et très vite aux États-Unis, qui a été hostile à la grève. Le vote des femmes, c'est l'opinion qui l'a imposé. L'opinion était pour la réforme de l'IVG, comme tu l'as dit, très juste. L'opinion est pour le fait qu'on revienne sur les régimes spéciaux des retraites. C'est-à-dire que la liste de réformes que l'opinion accepte, préacceptée, appelle de ses vœux, est tout à fait considérable. Il y en a une qui est très frappante, qui est très intéressante. C'est le vote des émigrés aux élections locales, au bout de 5 ans de présence. Aujourd'hui, le Parlement est contre, le Sénat est contre, les institutions sont contre, très contre. Même à gauche, ça fait problème, mais l'opinion aujourd'hui est pour à 55%. Pourtant, c'est un truc très difficile, qui pose problème d'ailleurs. Hein. Je respecte totalement ceux qui sont contre, mais qui pose problème. L'opinion dans les sondages est pour, à 55% déjà. Alors il y a un autre argument qu'on évoque tout le temps, c'est un peu comme la peine de mort, c'est l'histoire d'Hitler. Hitler élu par 43% des Allemands. 43% des Allemands ont voté pour Hitler. D'abord, là, il s'agit d'élections en l'occurrence. Si on remet ça en cause, on remet en cause le suffrage universel. Un traité de Versailles, absolument injuste, terriblement injuste. Quel pays accepterait cette injustice inouïe, quand on le connaît bien, que représente le traité de Versailles? Chômage de masse, inflation massive, etc., etc. Plus quelque chose qui renvoie au système Murdoch aujourd'hui, et ce pourquoi, dans un premier temps, les Américains étaient pour la guerre d'Irak, plus un magnat de la presse qui possède, qui est un industriel du cinéma, 60% des médias. 60% des médias, et qui soutient Hitler. Et qui fait il n'est pas d'ailleurs nazi, il est d'un parti à côté, mais il soutient Hitler. Eh bien, malgré ça, pourquoi on ne dit pas que 57% des Allemands ont refusé de voter Hitler? Malgré tout. 57% des Allemands, malgré tout ça, ont voté Hitler. Et j'ajoute une chose. Pourquoi Hitler n'a-t-il jamais ensuite fait d'élection ou n'a-t-il esquissé ou tenté de faire un plébiscite? S'il était tellement convaincu que l'opinion lui était acquis quoi qu'il fasse, il l'aurait fait. Au moment du régime de Vichy, il ne faut quand même pas oublier, et là j'en rappelle à la fameuse phrase de Gaulle, recevant les élites à Paris en 1944 et disant... C'était le patronat. Entre autres le patronat, et ensuite, elle a dit, messieurs, j'en ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres, et un jour disant, en Londres au début, je n'ai vu venir que des aventuriers, des subversifs et des boiteux. On n'a jamais compris pourquoi les boiteux. Mais enfin, c'était la vision qu'il avait. C'est tout à fait vrai que jusqu'en 43, encore en 43, ce qu'on appelle aujourd'hui l'élite, les décideurs, sont pétinistes, sont plutôt pour des raisons d'ailleurs pas fascistes, pas forcément, mais sont pour le régime de Vichy. C'est l'opinion qui passe le plus vite dans la résistance, comme De Gaulle l'a insisté. Donc, pour finir et résumer, en 40, on ne sait pas. Sans doute l'opinion publique, pour des raisons que vous savez, parce que l'armistice, parce que la défaite, etc., était vichiste en 40. Mais n'empêche qu'à partir de 41 et de l'accord et de la rencontre avec Hitler, on ne peut pas dire, personne ne peut dire, vu qu'on n'en sait rien, vu que là aussi, comme par hasard, il n'y a pas eu d'élection.
Donc, pour finir, oui, je pense qu'il arrive souvent à l'opinion d'aller dans le bon sens, à l'opinion d'évoluer plus vite que les décideurs, plus vite que j'appelle la bulle, que finalement, qu'est-ce qui a fait exploser l'Union soviétique? Enfin, étant donné le système soviétique, c'est l'opinion. Qu'est-ce qui a fait exploser le système Pinochet, vu ce qu'était le système Pinochet? C'est l'opinion. D'ailleurs, c'est frappant, c'est un plébiscite qu'a fait Pinochet et qu'il a perdu. Donc c'est bien l'opinion. Donc en conclusion, je pense que l'opinion est très évolutive, elle évolue, mais qu'il arrive, et il arrive plus souvent, pas toujours, ça serait démagogie de le dire, mais il arrive, et il arrive plus souvent qu'on ne le croit, qu'elle évolue plus vite que n'évoluent les préjugés de ce que j'appelle la bulle. Merci Jean-François pour ce bel exposé. Alors il y a deux petites remarques. Il a suscité deux réactions cet exposé. D'abord, quand tu parlais de Dreyfus, je me suis tourné vers mon ancien professeur d'histoire, Jacques Julliard, le professeur Julliard, qui conteste. C'est un historien. On a un historien ici. C'est pas pour faire un débat pédant entre historiens. C'est vrai, cher Jean-François, que presque de bout en bout, l'opinion était contre Dreyfus. La meilleure preuve, c'est que dans la foulée de l'affaire Dreyfus, Paris a basculé à droite. C'est en 1900 que les élections municipales ont donné une majorité à droite dans la foulée de l'affaire Dreyfus. Mais c'est elle qui évolue le plus vite. Ce que j'ai dit, c'est que c'est elle qui évolue le plus vite. Bien sûr qu'elle est contre. Non, mais elle a évolué dans le c'est elle qui évolue le plus vite dans le bon sens. Elle a évolué dans le mauvais sens. Elle a basculé mais après, elle a évolué dans le bon sens. De même, en ce qui concerne Vichy, je crois qu'il y a eu des études sur l'opinion publique sous Vichy, oui, à propos de la période de Vichy, qui montrent que la grande majorité des gens étaient attentistes, puis une petite minorité a eu le courage de la résistance, une petite minorité le déshonneur de la collaboration. Je voudrais en tirer une conclusion simplement. Nous sommes d'accord les uns et les autres pour dire que nous sommes entrés dans un régime d'opinion et qu'au fond c'est tant mieux. Mais je voudrais ajouter quand même quelque chose. C'est qu'un régime d'opinion plus que tout autre, c'était déjà le cas de la démocratie en général, mais un régime d'opinion plus que tout autre a besoin du courage des intellectuels et des hommes politiques. Autrement dit, il y a dans l'opinion à la fois le bon sens de la foule, ce que Platon appelait le gros animal, il y a tout ça. Il y a aussi des effets d'entraînement qui peuvent être terribles. Et pour moi, un intellectuel au sens large du terme, c'est-à-dire un leader d'opinion, enfin quelqu'un qui a un rôle dans l'opinion, aujourd'hui ça peut être un cinéaste autant qu'un philosophe par exemple, mais à plus forte raison, les hommes politiques, ils ont le devoir de ne pas se calquer sur l'opinion, quelquefois de la devancer, quelquefois de s'y refuser. Les 4 hommes politiques, je le disais, je crois déjà, qui ont mon admiration, il y en a 2 à gauche et 2 à droite, on peut les citer, c'était De Gaulle et Barre à droite, c'était Mendès France et Rocard à gauche, c'était des hommes qui, à un moment donné, ont su dire non à l'opinion. Et très souvent, ils ont payé ça par des traversées du désert, comme on dit, des difficultés énormes dans leur carrière politique. Le régime de l'opinion est un régime, comme dit Tocqueville, qui est doux, qui est volontaire, mais où la capacité d'entraînement est si grande que le besoin d'avoir des hommes, et c'est en cela que je ne suis pas d'accord, appelons-la par son nom, Ségolène Royal sur ce point, non, on ne peut pas dire, par exemple, sur la Turquie, on ne peut pas dire, bien sûr, je respecterai l'opinion du peuple une fois qu'il l'aura exprimée, mais je me réserve le droit, comme leader politique, de conseiller le peuple ou de conseiller mes concitoyens dans le sens que je crois le plus indispensable. Autrement dit, la démocratie est un régime d'opinion. Montesquieu disait qu'elle a besoin de vertu, mais s'il y a une vertu qui est indispensable dans un régime d'opinion, c'est le courage. Jacques, une petite remarque sur... Une petite remarque par rapport à Mendès France. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit sur Mendès France. Là aussi, il y a une ambiguïté.
Mendes France, non seulement quand il fait la paix en Indochine, a l'opinion derrière lui, il a l'opinion derrière lui, mais quand il fait le Front républicain et qui dit qu'il va régler le problème colonial, il est élu et il gagne très nettement les élections, c'est-à-dire que l'opinion lui donne raison. Donc cette légende que Mendes France serait un type formidable parce que toute sa vie il aurait été contre l'opinion, que l'opinion n'aurait pas suivi, n'est pas tout à fait exact. Il est vrai que c'est pas ça qui le mettait en œuvre, ça c'est vrai, t'as raison. N'empêche que son courage, à deux reprises et surtout en 56, il a été consacré par l'opinion. Simplement, c'est les socialistes et les sociodémocrates qui l'ont trahi. Allez, Roland. Oui, je suis assurément pas là pour défendre Ségolène Royal, qui n'a pas besoin de moi, de surcroît. Mais sur la Turquie, elle n'a pas exactement dit ça, puisqu'elle a dit qu'in fine, dans 10 ou 15 ans, le peuple aurait raison, mais qu'il aurait été éclairé par les 10 ou 15 ans de discussion, négociation et d'évolution du régime turc. Voilà. Bon, alors, à cette petite différence qui n'en est pas une, si je comprends bien, il y a une espèce de miracle canois. Quand j'ai vu la liste de ceux avec qui j'allais causer, je me suis dit, c'est sympa, c'est tous des amis, mais enfin, on va quand même s'étriper. Et je m'aperçois que notre accord sur le fond est beaucoup plus important encore que ce que j'avais compris au départ. Je crois qu'on a une façon de regarder les choses qui est très commune, et donc je ne vais pas essayer de chercher la petite bête dans ce qu'on dit les uns ou les autres, mais d'aller un tout petit peu plus loin dans le sens de ce qui a été dit. Je voudrais souligner un mot très juste de Jacques Julliard sur ce qu'il a appelé la vision fantasmatique de l'électeur isolé. Je crois que nous souffrons terriblement de cette conception archaïque de la démocratie représentative dans laquelle c'est dans le secret de l'isoloir que se fait la décision suprême, sacrée du suffrage universel. Nous vivons désormais en permanence, nous baignons dans la démocratie d'opinion, dans la démocratie médiatique. Vous vous rappelez qu'on avait encore jusqu'à il y a peu d'années, et il a fallu que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme qui nous en délivre, avec l'interdiction de publier des sondages dans la dernière semaine. On pouvait encore faire de la radio, de la télé, des journaux, des meetings, mais on ne devait pas savoir où en étaient les rapports de force. Voilà, on se débarrasse petit à petit de ces archaïsmes, tant mieux. Tant mieux, je dirais, y compris si ça permet à l'opinion sondagière, l'opinion telle qu'elle est mesurée par les sondages, même si ça permet à cette opinion sondagière d'avoir une influence sur les lecteurs individuels. Et là, je vais un petit peu plus loin peut-être que Jacques. Il y a bien sûr les effets bandwagon, underdog, mais enfin, moi je fais l'hypothèse que de temps en temps, il y a une vraie influence de la publication de sondages sur le choix des citoyens. La première fois, à mon avis, où c'était très clair en France, c'était l'élection présidentielle de 1974. La majorité des Français disent aux sondeurs qu'ils veulent le changement, mais qu'ils ont peur de trop de changements. Et la gauche, c'est peut-être risqué. Tous les commentateurs pensent que Chaban va être élu dans un fauteuil. Premier sondage de mes amis de l'IFOP, ils mesurent à égalité Chaban et Giscard. Et du coup, les gens qui n'étaient pas pour Giscard parce qu'ils pensaient qu'il n'avait aucune chance, ça allait être Chaban, se disent non d'une pipe, mais c'est possible s'ils sont à égalité dès le départ. Et je pense que la publication de ce premier sondage et ensuite de la cascade de sondages qui font monter Giscard joue un effet cumulatif sur le choix de Giscard comme candidat du changement dans une certaine continuité. Roland, il y a une solution, c'est d'interdire les élections en période de sondage. Voilà, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Ne me fais pas penser que ceux qui ont fait la loi sur l'interdiction des sondages avaient peut-être aussi en tête que si on pouvait prolonger le mandat de la Chambre dans laquelle ils étaient de 3 ou 4 mandats, ils l'auraient fait volontiers. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette influence-là, qu'on a revue ensuite, on l'a revue d'ailleurs chaque fois dans les combats internes à un camp. On l'a vu dans Barre-Chirac et on l'a vu dans Balladur-Chirac. Tiens, je me rappelle, puisque Jean-François a rappelé ça, on a mesuré le croisement des courbes. Lorsque un premier sondage CSA donne Chirac devant Balladur. Balladur est en train de se promener dans les rues de Chamonix, il y a des caméras de télévision, et on lui dit pour la première fois, un sondage vous donne battu par Chirac. Comment vous réagissez? Et alors il regarde la caméra et il dit original. Alors, on mesure ça,
Et tout ça a une influence. Et moi je dis que même si cette influence de la publication des opinions collectives... en tête arrivera, on va voir quelle sera leur réaction. On va se marrer, ouais. En tout cas, je trouve que cette influence de la publication des opinions collectives sur les choix individuels, non seulement n'est pas scandaleuse, mais me paraît logique avec une conception démocratique. Je ne mets plus mon vote au hasard dans l'urne. Je sais ce que sont, dès l'instant qu'ils sont de mieux en mieux scientifiquement établis, je sais où en sont les rapports de force. Je peux être stratège de l'élection en cours, je peux être responsable pleinement de mon vote, en sachant que si je vote comme ça, j'influe sur un rapport de force qui est mesuré. Donc je dis que cette intervention de l'opinion sondagière, c'est même un progrès pour la démocratie. De surcroît, en effet, Jean-François Kahn l'a très bien dit, l'opinion évolue. On ne peut pas prendre l'opinion à un moment et dire c'est ça l'opinion. Le grand intérêt de mesurer l'opinion, c'est précisément de mesurer son évolution. Et de ce point de vue, je crois, et je l'ai dit tout à l'heure, Jacques Julliard l'a redit entre-temps et Jean-François aussi, je crois qu'il faut que notre problème, c'est les décideurs. Notre problème, c'est les décideurs, et notamment les décideurs politiques. Je trouve, évidemment, je ne leur vendrai pas ça sans quoi, je trouve absolument important qu'ils disposent de tableaux de bord. Un tableau de bord, ça permet de savoir où en est l'opinion et où en sont les différentes fractions de l'opinion. Là où ça appelle un coup de frein, là où on peut aller plus vite, voilà, là où il faut faire des formulations, de la pédagogie. Quel est l'automobiliste qui penserait qu'il conduit sa voiture avec le tableau de bord ? Le tableau de bord lui permet d'utiliser le volant, le frein et l'accélérateur. Et notre problème, c'est ça, c'est que nous avons en permanence à expliquer que le tableau de bord de l'opinion, ça n'est pas la conduite de la voiture politique. La conduite, ça réclame en effet deux éléments fondamentaux à manier en permanence simultanément. C'est l'analyse fine de ce que l'opinion est prête ou pas à accepter. En effet, ça fait partie de la conduite moderne d'une société complexe. Je dois savoir quelle fraction de l'opinion est d'accord, laquelle ne l'est pas, pourquoi, sur quelle variable je dois essayer d'agir pour la convaincre, parce que c'est ça mon boulot. Et la deuxième, on l'a dit tous les deux plusieurs fois, la deuxième, c'est à partir de cette analyse, le courage de la décision. J'en ai complètement assez d'entendre des politiques qui me disent « ce pays qui a 350 fromages est ingouvernable, cette France est bloquée » et on me ressort la société bloquée de mes bons amis américains des années 60. La société française n'est pas bloquée. La société française est l'une des sociétés mondiales qui a le plus changé dans ces 40 ans. Sans révolution, sans grand choc, sans ces chaos qui sont, paraît-il, ce qui l'a fait avancer, comme le prétendait Raymond Aron. Sans ces grands chocs, la société française s'est incroyablement modifiée et modernisée. Ça n'est pas la société qui serait bloquée, ce sont les décideurs qui sont bloqués. Roland, j'ai bien aimé ta métaphore là, du tableau de bord. Enfin, le drame français, c'est quand même que le tableau de bord, c'est, si on regarde la pratique de nos politiciens actuels, depuis longtemps déjà, le tableau de bord, c'est quand même la conduite du politique. C'est-à-dire, il ne se sert ni du frein, ni de l'accélérateur. Et tout ça met en œuvre, parce que je crois que s'il y a un accord ici, c'est vraiment autour de ça. Tout ça met en lumière l'épuisement du modèle de la démocratie représentative. Il y a une phrase de Jacques tout à l'heure qui disait il faut que l'opinion ait sa part. Alors il y a plusieurs solutions. C'est vrai, il y en a qui, Monsieur Lapeyroux-Veil, dont je ne cite pas les noms, qui parlent de participation des immigrés aux élections locales, d'autres qui parlent de jury citoyen ou de jury populaire. Alors c'est là-dessus, moi j'aimerais bien entendre vos avis aux uns et aux autres, et je commencerai volontiers par Christophe Barbier. Je pense que si on a confondu le tableau de bord avec le volant, ce n'est pas forcément la faute de la démocratie représentative que de cette démocratie technocratique, parce que le technocrate est vraiment l'homme du tableau de bord, les technocrates finissant par devenir essentiellement les représentants ou les gouvernants, parce que le système d'élection en France les a trop portés au pouvoir et aux responsabilités. Et de cela, nous sommes en train, en effet, de sortir, puisqu'on sort, et c'est tant mieux, de cet âge technocratique. Les vertus de l'opinion, Jean-François les a décrites. Le problème du politique, décider ou ne pas décider, on l'a bien vu. Donc on en arrive presque à cette
idée que ce qui est problématique, c'est le relais d'opinion, et que nous, la responsabilité des médias, ça va être d'être le bon relais d'opinion pour éviter les effets de microcosme et les effets de bulle. Nous sommes une société, Roland, qui a beaucoup changé, qui est une société qui n'est pas bloquée, et le problème, c'est les décideurs. Attention tout de même, si ce pays a une culture révolutionnaire, c'est bien parce qu'il a l'habitude de fonctionner par blocage, ou plus exactement par différentiel entre une tête, un cerveau qui est bloqué, et un corps qui a envie de bouger, que ça provoque des révolutions. Nous sommes peut-être en ce moment avec une aristocratie, les politiques, un clergé qui organise le cérémonial des politiques, nous les médias, et un tiers-État, c'est d'ailleurs là-dessus que compte François Bayrou, qui l'appelle tiers-État, qui va, par des jets de vapeur, essayer de renverser le système. Alors ça amène à la démocratie participative. Bien entendu, c'est formidable s'il peut y avoir plus de participation et que grâce à de nouveaux systèmes d'expression pour l'opinion publique, on a parlé ce matin d'Internet, des blogs, et grâce à de nouveaux systèmes de mesure et de prise en compte de cette opinion, on arrive à affiner les rouages démocratiques et à être de plus en plus auprès de la volonté collective et de l'intérêt général. Très bien. Jacques, de manière très optimiste, dit « ce diable-là, on ne le fera pas rentrer dans sa boîte ». J'aimerais en être sûr. Le suffrage universel est apparu. Il a eu sa période de conquête et de croissance, d'ailleurs longue et douloureuse, parce que les femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1944, c'est quand même un peu tardif. Et on a vu ce matin avec le petit échange polémique sur l'âge du droit de vote que cette conquête n'était peut-être pas terminée. Et déjà, le suffrage universel est battu en brèche, puisqu'on se dit, tiens, finalement, pourquoi ne pas passer à la démocratie d'opinion, c'est peut-être plus moderne. Pourquoi la démocratie d'opinion n'aurait-elle pas de la même manière son âge d'or, et puis dans quelques années, quelques décennies, n'en viendrait-on pas à une crise de la démocratie d'opinion et à la résurgence de je ne sais quelle autocratie, le peuple préférant se confier à des experts ou à un tyran éclairé, on ne sait pas, pourvu que ça n'arrive pas. La démocratie participative telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est moi, je suis désolé. Si c'est le modèle indigent de site Internet défendu par cette candidate que l'on ne peut pas citer, alors, oulala, je crie casse-cou. Elle nous a mis en ligne le 10 avril un chapitre de son livre en disant tous les 15 jours, il y aura un chapitre nouveau. On en a eu un deuxième et depuis plus aucun. Les débats sont pauvres. Toutes les propositions qu'elle met avec courage et une certaine force de percussion et de provocation dans le débat ne viennent pas de son site et des citoyens, ça vient d'elle-même. Donc on est dans une forme de démocratie participative qui relève de l'escroquerie marketing pour l'instant. Donc c'est un modèle tout de même à affiner. Peut-être que la démocratie participative, c'est en effet l'émergence de nouvelles agoras très intelligentes, très pointues, très méticuleuses, et au bout du compte que l'intérêt général en sortira. Mais attention, n'achetons pas un chat en poche, comme on dit. Le diable, qui pour l'instant a des allures de diablesse mi-Cendrillon, mi-Cruella, ferait peut-être bien de rentrer dans sa boîte s'il doit ressembler à cela. La provocation, c'est bien, ça bouge les lignes. Et pour reprendre une de tes plus belles expressions, Jacques, c'est une porcelaine dans un magasin d'éléphants. Oui, et ça c'est formidable. Quel bouleversement. C'est très bien d'avoir secoué les vieilles barbes et les vieilles défenses d'ivoire de ces éléphants. Mais attention, il faut que derrière la provocation, il y ait de la proposition. Il y ait quelque chose de structuré, de collectivement élaboré, qui donne dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, une politique articulée, validée et validée forcément par le vote, qui fasse avancer ce pays dans le bon sens. Sinon, tout cela, cette démocratie participative, ce n'aura été au mieux qu'une mode d'un printemps, au pire une escroquerie. Merci Christophe pour tes réserves, mais je crois quand même qu'on peut parler d'un modèle dont tu n'as pas parlé, qui est le modèle californien, qui fonctionne pas si mal avec cette espèce de masse de référendum d'initiative populaire. Démocratie directe. Démocratie directe. Alors, simplement là, maintenant je vous propose qu'on passe aux exercices pratiques, puisque la démocratie participative, elle fonctionne bien que si il y a une participation. Il n'y a pas de démocratie sans participation. Et je vous propose qu'on sorte de notre bulle, qu'on s'évade du microcosme et qu'on descende du tout État. Mais avant, il y aura un résumé du débat par Ted Stanger, dont je vous conseille, enfin non, plus que ça d'ailleurs, je vous implore, je vous supplie de lire son livre sur ces sacrés fonctionnaires français. C'est aux éditions Michalon, c'est pas très cher. Et vous serez surpris parce que quand vous lisez ça, vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Voilà, donc je vous conseille son excellent livre sur les fonctionnaires français. Merci, France.
comme d'habitude, je suis désemparé devant le débat des Français, notamment dans le domaine de l'opinion et de la politique. Parce que là, j'ai eu l'honneur, quand j'étais jeune étudiant à Princeton, de rencontrer le père Gallup, qui était en quelque sorte le père des sondeurs, quoi. Et il est vrai qu'aux États-Unis, on est un peu plus, peut-être, je ne sais pas si le mot est serein devant l'effet de l'opinion, mais on est beaucoup plus victime que vous, les Français, j'ai l'impression, notamment ces dernières années. Et j'ai eu le plaisir de voir un petit retournement de l'opinion aux États-Unis depuis les élections de mi-mandat. Mais bon, cela dit, je constate qu'il y a tout de même des différences de la façon de faire de la politique et par l'opinion. Tout d'abord, je suis là, c'est vrai, pour contrer un peu les éventuelles tendances franchillardes de la part de nos interlocuteurs, nos intervenants, et surtout pour compenser l'accent en anglais de Jacques Julliard. Un service public, s'il en est. Mais je vais faire très bref parce que je suis sûr que vous avez des choses à dire. Mais bon, je constate, j'avais fait référence vendredi de Thomas Paine, un grand patriote américain qui est venu ici pendant la Révolution et qui a presque fini par être guillotiné. Alors, je sais quelles sont les difficultés pour un Américain, mais j'ai mon billet de retour à Paris dans la poche, au cas où. Mais il faut dire, j'ai gribouillé quelque chose, des petites remarques. Je constate qu'il y a tout de même ici un certain anti-américanisme, parce que j'ai constaté 9 références à Ségolène Royal, 5 à Nicolas Sarkozy et un seul à Richard Nixon, qui était ex aequo avec Giscard jusqu'à la prise de parole de Raymond Queyrol, qui a parlé beaucoup de Giscard. Bon, cela dit, il est vrai que la politique ne se fait pas de la même façon. Pour me faire une petite éducation sur les Français, j'avais pris un livre, merci Jean-François, j'avais pris un petit livre sur les Français, et ça c'est par Christophe Boursellier, et ça s'appelle « Histoire générale de l'ultra-gauche ». Parce qu'il est vrai que votre politique se situe ailleurs, vous êtes sur la Lune pour nous. L'UMP serait chez nous un parti de gauche, complètement à gauche, et le Parti socialiste serait logé non pas rue de Solferino, mais à Guantanamo. Forcé de constater. Bon, aussi, la politique ne se fait pas de la même façon, c'est vrai, comme j'ai dit. Chez nous, par exemple, c'est beaucoup plus consensuel. Les deux grands partis se mettent ensemble dans une chambre et puis ils se décident à faire une politique qui sera acceptée par le public, notamment celle qui est dictée par les lobbies. C'est comme ça qu'on fait la politique aux États-Unis. Ici, par contre, j'ai l'impression que la politique, les élections, c'est une moitié de la France qui prend le pouvoir et qui punit l'autre moitié. Et aux prochaines élections, c'est cette dernière moitié qui prend sa revanche. Je vois là une certaine logique républicaine. En plus, comme vous savez, le politique se fait à Paris. Sauf le week-end, quand elle se fait dans le Luberon. Bon, mais je vais finir bientôt. J'avais cité Thomas Paine. Nous ne sommes pas contre la rue, comme vous l'appelez, mais par contre, nous trouvons que c'est un peu dangereux. Et nous avons, en quelque sorte, résolu ce problème. Nous avons effacé ce problème de la dictature de la rue aux États-Unis en supprimant tout simplement les piétons. Merci.